Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning CAC 40, Vincent Gann pour vous retrouver. Nous sommes le mercredi 8 août 2015, une journée qui verra la publication de l'enquête ADP aux États-Unis, avec encore hier un des membres de la Réserve fédérale qui a rappelé que la Fed devrait relever ses taux en septembre. En tout cas, le dollar américain est systématiquement acheté dès qu'il touche un support. Les statistiques américaines la semaine dernière auraient pu provoquer une modification assez nette de ces anticipations. Eh bien, elles ne bougent pas. À croire que finalement ce scénario pourrait se produire, ou en tout cas cela continue donc de porter le dollar américain. Alors moi je vais revenir sur justement les chiffres qui comptent, sans oublier la nuit dernière les très bonnes statistiques chinoises qui ont été publiées, l'indice PMI dans le secteur des services qui bat le consensus, qui permet à Shanghai de progresser, qui permet au marché action de la zone euro de progresser. Quant aux résultats des entreprises au sein de la zone euro, la profitabilité, le niveau des bénéfices atteint un record plus vu depuis l'année 2009. Bref, le marché action continue d'être porté par les résultats des entreprises, par un taux euro-dollar bas, par des taux obligataires bas, par un prix des matières premières bas. Bref, un ensemble qui est favorable à l'attrait pour le risque et un ensemble qui est favorable qui attire en tout cas les capitaux sur les actifs qui peuvent rémunérer, et finalement seul le marché action offre actuellement du rendement, soit à travers la hausse du prix des actions, soit à travers les dividendes. Un niveau de rendement qui finalement dépasse assez nettement ce que peut rapporter d'autres marchés à travers les taux d'intérêt, des taux d'intérêt qui sont très faibles. Bref, on a donc un ensemble de fonds qui reste positif, les devises de financement sont vendues, ces devises que l'on emprunte pour acheter des devises à fort rendement, l'euro, le yen, qui subissent des mouvements de vente dans un environnement d'attrait pour le risque. L'USD yen qui revient tester les 124,50, le taux euro-dollar qui revient sur un pivot critique à 1,0820 $, avec une divergence baissière cachée qui était active vendredi dernier et qui agit. Rappelez-vous le chandelier japonais journalier de vendredi dernier qui produit petit à petit ses effets. Je vais donc revenir sur tous ces éléments-là. Nous sommes le mercredi 8 août 2015. Vous avez sous les yeux depuis tout à l'heure l'avertissement sur les risques liés au trading. Je commence par quelques graphiques en données journalières. Alors, selon JP Morgan, eh bien, les résultats des entreprises au sein de la zone euro sont les meilleurs bénéfices depuis l'année 2009. Donc ça c'est quelque chose qui est positif, qui explique d'ailleurs que les marchés actions de la zone euro progressent alors que Wall Street reste globalement flat depuis le mois de février. Moi j'ai quelques graphiques à vous montrer, mais avant cela, laissez-moi vous rappeler aujourd'hui l'importance du calendrier économique. La nuit dernière, des statistiques en provenance de Chine intéressantes, en tout cas notamment dans le secteur des services, alors même si on sait que c'est avant tout l'activité manufacturière qui est surveillée en Chine. On prendra connaissance ce matin des indices PMI au sein des services pour la zone euro. Bon, voilà, c'est bien sûr très important puisque les services représentent la majeure partie du PIB au sein de la zone euro. Mais surtout, aujourd'hui, la statistique importante, eh bien, c'est l'enquête ADP aux États-Unis. Alors, cette enquête ADP, j'aurai l'occasion de revenir dessus tout à l'heure. Le marché envisage 210 000 créations d'emplois. Cette enquête ADP, elle est tout simplement considérée comme un rapport sur le marché du travail aux États-Unis, mais un rapport, je dirais, parcellaire. Pourquoi? Parce que l'ADP, c'est une société, c'est une entreprise, l'ADP, de ressources humaines. C'est une société qui gère les contrats de travail. Et donc, le chiffre, je ne le connais pas avec exactitude, pardon, mais c'est autour de 15% des entreprises des États-Unis qui font gérer leurs ressources humaines, l'édition des contrats de travail, etc., par l'ADP. Et donc l'ADP, comme elle gère les contrats de travail de 15% des entreprises américaines, elle peut produire des statistiques, justement, sur l'évolution du marché du travail. Est-ce que les contrats sont rompus? Est-ce que des nouveaux contrats sont faits? Etc. etc. Alors 15%, vous allez me dire que ce n'est pas 80%, mais malgré tout, c'est considéré comme un échantillon suffisamment significatif pour le secteur privé, pour se projeter sur les chiffres officiels, ceux qui sont édités par le département du travail fédéral aux États-Unis. C'est le fameux rapport NFP, qui exclut les emplois agricoles. Mais l'agriculture aux États-Unis, ça doit représenter quoi? Moins d'1% du produit intérieur brut, c'est donc pour ça qu'on s'en fiche, et c'est considéré comme globalement représentatif de tout le reste.
Donc ça, c'est cet après-midi. On parle beaucoup de cette réserve fédérale, beaucoup du marché du travail US. Laissez-moi vous montrer le graphique à suivre. Et finalement, c'est le cas depuis le 17 juin dernier et la dernière réunion de la Fed qui était significative parce que celle de la semaine dernière, on s'en fichait, c'est un communiqué de presse copié-collé de ce qui avait été établi le 17 juin, sans conférence de presse. Vous avez sous les yeux le graphique de l'US dollar index, 25% d'euro-dollar, 25% d'AUD-USD, 25% d'USD yen et 25% de câble. L'US dollar index, sa dynamique de fond, bon, je vous la montre depuis l'été 2014, fermement haussière. Et puis donc on s'établit dans un range depuis février, mais à très court terme dans une phase positive depuis le 17 juin. Alors un membre hier éminent du FOMC a rappelé que la Fed devrait agir en septembre. On est toujours un peu dans cette guerre des mots. Différents positionnements des membres du FOMC qui sont 12 personnes, mais qui n'ont pas forcément le même avis. Elles votent après, puis une décision est prise à la majorité. Et ensuite, il y a la façon dont le marché perçoit les choses. Et lorsqu'on regarde les contrats futurs sur le taux... C'est comme les contrats futurs sur le CAC. Vous regardez les contrats futurs sur le CAC, c'est une échéance mensuelle. Vous pouvez regarder le contrat septembre, le contrat octobre, le contrat novembre. Ça vous permet d'envisager la façon dont les investisseurs se projettent sur l'évolution à venir du CAC. Eh bien, on peut avoir le même raisonnement en utilisant les contrats futurs sur le taux d'intérêt des Fed Funds. Et donc, d'après ces contrats futurs, 40% envisagent, en tout cas des investisseurs institutionnels qui tradent les futurs, envisagent qu'en septembre, la Fed remontera à 0,50 ses taux. Alors, on retire raison ou pas, peu importe, puisque finalement le marché n'est que anticipation. Le dollar américain est neutre à court terme, et ce depuis le 20 juillet. Alors, la façon dont l'analyse graphique représente la neutralité, c'est souvent des ranges. Les ranges ont plusieurs formes graphiques. Sur le CAC, c'est très facile. Sur le US Dollar Index, c'est un rectangle. Vous voyez qu'on est à l'intérieur du rectangle, que la partie haute est systématiquement vendue et que la partie basse est systématiquement achetée. Et ça, c'était notamment la semaine dernière, vendredi 31 juillet, lorsqu'il y a eu des statistiques qui étaient décevantes aux États-Unis. Le dollar est tombé, puis en fait, il a été acheté immédiatement. Excusez-moi, je m'hydratais légèrement. Donc aujourd'hui, ce qui compte, c'est le rapport, l'enquête ADP. Alors d'ici le début d'après-midi, je vais à nouveau étudier le site de l'ADP pour vous donner précisément à quoi correspondent ces chiffres, de quoi parle-t-on. Le rapport ADP, ensuite, il faut l'étudier en détail, où les emplois ont été créés. Imaginons que les créations d'emplois soient fortes, mais qu'en réalité, les nouveaux contrats de travail aient été créés dans des activités saisonnières. Je ne sais pas, l'activité touristique. On peut partir du principe que ce sont des contrats qui pourraient se terminer à la fin de l'été. Donc, ce ne serait pas non plus une indication très vigoureuse. Donc, il y a aussi tout ça. Il faut aller au-delà du chiffre. Et c'est ce que je vais essayer de faire cet après-midi avec vous. Pour le moment, le dollar américain est donc haussier. Le fait que le dollar américain soit haussier vous permet d'attraper des stratégies sur les paires majeures d'une limpidité graphique presque parfaite. Laissez-moi vous montrer la ligne de tendance baissière de l'AUD-USD que notre analyste Yoav Nizar a mentionné hier dans une étude technique sur notre site. Cette oblique qui attrape tous les sommets de marché depuis le mois de mai et qui a été vendue hier fermement durant la session asiatique avec depuis environ 90 pips de baisse. Ou encore Sylvain hier qui vous rappelait le pullback attrayant sur le taux USD CAD, un pullback sur 1,31 qui a été acheté par le marché. Mieux, beaucoup mieux, le taux euro-dollar. Avec ce chandelier fortement baissier du vendredi 31 juillet 2015, presque une shooting star, à l'image d'ailleurs de ce que le marché avait fait le 18 juin dernier, au lendemain de la Fed. Un taux euro-dollar toujours couvert par cette ligne de tendance baissière chartiste en place depuis l'été 2014 et surtout ici, si vous avez suivi notre dernier webinaire qui est toujours sur la chaîne YouTube d'LIFX France, une divergence baissière cachée de momentum bien visible ici, lorsque vous étudiez les cours du taux euro-dollar et le RSI euro-dollar. C'était très propre.
avec un effet et un marché qui retombe en direction des 1,0820. Alors je n'anticiperai pas la cassure des 1,0820, elle n'interviendra peut-être pas, mais ce qui est certain, c'est que c'est le niveau critique, le fameux pivot pour les cours depuis un certain temps. À la base, il s'agissait de la ligne de coup d'un double sommet potentiel. Le marché a réagi violemment à l'achat dessus le 20 juillet, mais a été rapidement couvert par cette oblique de résistance et à nouveau retombe en direction des 1,0818. C'est le seuil critique ici donc pour le taux euro-dollar. Alors on aura l'occasion bien sûr de réenvisager la livre sterling avec demain la BOE. Laissez-moi vous rappeler l'analyse technique du DAX en données journalières. Belle construction de marché haussière. Une vague 1 de progression entre le 9 juillet et le 20 juillet. Retracée à hauteur de 61,8%. C'est assez typique d'une vague 2. Le marché repart en avant et est en train d'enchaîner 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances consécutives de hausse. Est-ce que ça peut continuer? En juillet, on en a fait 9. Une tendance se relance jusqu'à preuve du contraire, donc tant qu'elle tient. Il y a peut-être un guide que vous pouvez utiliser, c'est le canal haussier sur le RSI D1 du DAX. Peut-être que si jamais le RSI revient dans le haut de canal, là il faudra commencer à se dire que la hausse est finie. Et là, je dirais qu'on a fait les 2/3 du chemin. Et que le DAX devrait être en mesure de remonter en direction des 11 640 points. Bon, dans tous les cas, vous connaissez mon point de vue sur les indices boursiers. Je reste fermement haussier dans le sens de la tendance. Les taux bas, les devises de financement vendues, les prix des matières premières bas, les earnings des entreprises solides en Europe. Bon, toutes les bonnes raisons fondamentales de voir ce marché progresser et l'analyse technique l'accompagne plutôt bien. Le benchmark, l'Eurostoxx 50, le seul indice boursier que les investisseurs internationaux regardent pour statuer vis-à-vis de la zone euro. Excusez-moi. Sous vos yeux, un décompte Elliotiste basique. Enfin basique, pas du basique Elliott, mais simple. Le marché est dans une grande vague 5. À l'image d'ailleurs de la phase d'appréciation du premier trimestre dernier, la vague principale, la 4 qui a duré sous fond de risque de Grexit. Et nous sommes actuellement en train de construire le temps numéro 2 de la 5. Je pense que l'Eurostoxx 50 peut, en août, remonter en direction des 3720 points. Ce qui fait revenir un DAX à 11 800. Et ce qui fait revenir un CAC 40 à 5185. 5185, c'est la cible dont je vous parle sur le CAC 40 depuis les 50% de retracement. 50% de la vague de hausse qui a eu lieu ici entre le 9 juillet et le 20 juillet. Et au-delà des 5185, ce marché montera en direction des 5284 points. Ce qui était très appréciable, c'était le pullback sur cette espèce de wedge dont le RSI D1 du CAC était sorti par le haut. Donc la clé, c'est clairement le dollar américain, ça c'est sans aucun doute. À nouveau en graphique de l'once d'or. Alors c'est une semaine importante pour l'once d'or. D'un point de vue technique, je vous rappelle que j'estime que ce marché construit un range typique d'une phase de pause avant réengagement de la tendance principale. Le marché a brisé le 19 juillet la ligne de coup d'une structure en épaule, tête-épaule de continuation, les 1130 $, les plus bas de l'année 2014. L'once d'or évolue sur un plus bas depuis l'année 2010, depuis donc 5 ans. J'estime toujours qu'avec un scénario de hausse du dollar américain en direction de ses sommets annuels, l'once d'or est en risque de tomber vers les 1050 $. Et je cherche toujours à exploiter la partie haute de cette phase en fanion pour adopter donc une stratégie négative. Le prix du pétrole, une phase de baisse toujours assez intéressante. Attention malgré tout, à court terme, on a une phase de baisse qui est bien construite, des creux et des sommets descendants, éventuellement l'amorce d'une contradiction positive de momentum. Le marché, je visais dessus 44 $, depuis la cassure des 54. On a fait 45,06. On arrive à proximité d'une zone de support, qui est donc cette zone de fondation. Ce que suggère ici l'indicateur technique, c'est que la baisse pourrait ralentir. La pente de la tendance peut changer. Bon, les stratégies de vente, là, vous arrivez après la bataille, soyons honnêtes.
Le signal a été donné le 6 juillet. Le flat permettait de se positionner. La cassure des 50 de renforcer. La première target à 47. Le rebond technique, le pullback sous la MM20, cassure des 47, objectif 44. Bon, même si la baisse peut ralentir, je pense toujours que le prix du pétrole peut tomber en direction des 44 $, tout simplement les plus bas annuels. Alors concrètement sur les graphiques en données journalières, c'est tout ce dont je voulais vous parler. On va étudier maintenant des graphiques en données horaires. Le taux USD Yen, potentiellement une belle structure en épaule, tête, épaule, de creux. En cas de cassure des 124,40, ce marché peut monter significativement en direction des 125 et des 125,50. J'apprécie énormément sur le taux USD Yen le pullback qui a été réalisé sur la neutralité, sur le niveau des 50 sur le RSI, mettant, vous le savez, en équilibre parfait sur les 14 derniers jours, les variations haussières et les variations baissières. Pour moi, le risque, il est parfaitement haussier sur l'USD Yen, à l'image des indices boursiers d'ailleurs, essentiellement parce que le yen en tant que principale devise de financement du FX est fermement vendu lorsque les capitaux sont attirés par les actions. Voilà donc concrètement comment je peux vous présenter donc ce panorama du marché. Et puis bon, sans oublier que pour l'USD Yen, on a quand même un dollar américain qui est fermement en forme. Je vais maintenant basculer sur des graphiques intraday pour la suite. Je m'hydrate un peu. J'accède à vos premières questions. Alors, je vous rappelle que vous avez la possibilité sur notre chaîne YouTube d'accéder au webinaire, à l'enregistrement du webinaire sur le SSI Snapshot Indicator. Notre analyste Yoav, qui est donc spécialiste du sentiment du marché, vous a aussi proposé un article sur le COT, le Commitment of Traders, qui permet de savoir comment se comportent différentes catégories d'intervenants sur le marché. Les entreprises, les traders particuliers, les investisseurs institutionnels, et la façon dont le positionnement de ces différentes catégories s'articule permet de porter un jugement sur l'état de santé de la tendance. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très très intéressant. Voilà. Alors, vous avez donc sous les yeux les bougies horaires du CAC 40. Bon, le canal qui a parfaitement agi hier, le marché accélère, 5185, c'est la première target. À l'image du canal haussier ici sur les bougies horaires du CAC, je vous invite à avoir un œil averti sur le trading range du RSI H1 du CAC dont je vous parlais hier. C'est très simple pour un marché haussier de voir le RSI H1 du CAC évoluer entre 50 et 75 parce que cela montre que sur la tendance actuelle, les variations haussières ont le dessus ici sur les variations négatives. Bon, idem le DAX, c'est méga bullish. Bon, bref, vous connaissez, hein, voilà. On est complètement hors timing maintenant. Hein, donc, c'était hier sur support. Encore tout à l'heure, vous aviez un signal positif. Hein. Vous étiez, alors, je ne sais pas exactement ce que vous a proposé notre analyste Sylvain, mais vous avez eu tout à l'heure une cassure de résistance dans une tendance haussière. Quand on casse une résistance, c'est un signal d'achat. Le fait d'être suracheté n'est pas un signal de vente, mais au contraire, le surachat, c'est une fausse indication sur le RSI. Ça signifie que les variations positives sont surreprésentées. C'est un signal de force. L'euro-dollar en intraday, j'estime que ce marché a une bonne probabilité aujourd'hui de se replier en direction des 1,0820, avec un signal de vente qui a été donné par la cassure des 1,0890. C'est le pivot, les 1,0820. Je pense qu'aujourd'hui, on va aller chercher ce pivot sur l'euro-dollar d'ici l'enquête ADP. Si ça cède, cette fois-ci, c'est la cave pour notre ami euro-dollar. Alors, je continue. Alors, question sur l'AUD USD. Le GBP NZD. Alors,
Ok, c'est parti, je vais suivre la tendance de ces marchés-là. Écoutez, le taux GBP-NZD, bon là aussi, hein, sans rentrer à nouveau dans les fondamentaux euh, que, que nous vous décrivons régulièrement, d'un point de vue technique, bon, vous avez sous les yeux bien sûr deux cycles monétaires complètement différents, notamment cette année. D'ailleurs, hier je lisais à nouveau un rapport sur l'évolution du prix du lait. Alors, ces pays-là, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Australie, sont, du point de vue de leur cycle monétaire, et donc ce qui impacte directement la monnaie, très liés au prix des matières premières, mais attention, au prix des matières premières à l'exportation. Il faut être précis. Et il s'avère que ce pays, la Nouvelle-Zélande, exporte beaucoup de lait. Alors vous avez la possibilité de suivre l'évolution du prix du lait à travers les contrats futurs. Dans tous les cas, GBP-NZD reste une force relative, un ratio, qui confronte une monnaie forte et une monnaie faible. En tout cas, actuellement, le comportement des matières premières fait que ces deux monnaies sont dans ces catégories-là. D'un point de vue technique, on a toujours le canal haussier du GBP-NZD qui tient. Un signal positif qui avait été donné lorsque le marché est sorti par l'eau de cette structure. La relance, c'est moins progressif, c'est davantage progressif, mais j'estime toujours que ce marché donc poursuit sa marche en avant et que pour l'instant, l'analyse technique suggère que cela peut se prolonger. Alors, l'euro-yen, je vais regarder. Alors, pour l'ADP, moi je ne connais pas encore les résultats de l'enquête ADP. Je vais essayer de vous fournir d'ici là les consensus Bloomberg, notamment pour le rapport NFP. L'euro-yen, je vais tout de suite aller le chercher, l'euro-yen. Alors, l'euro-yen, ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez sous les yeux la confrontation entre les deux grandes devises de financement. Alors, c'est un peu faux, enfin, c'est vrai et faux. Le yen, c'est une devise de financement. Vous devez comprendre le principe des devises de financement. Ça, c'est lié au taux d'intérêt. Sur vos plateformes, on parle de rollover, mais à la base, entre les banques, il s'agit de points de swap. Devise de financement, c'est vrai pour le yen, c'est de plus en plus vrai pour l'euro, étant donné que le cycle monétaire zone européen s'aligne sur celui du Japon. On a encore vu la semaine dernière les chiffres marquants d'achat de titres de dette par la Banque Centrale Européenne qui montrent à quel point l'ampleur des rachats d'actifs tend vers ce qui est pratiqué au Japon depuis maintenant de nombreuses années. L'équilibre des forces entre deux monnaies faibles se traduit souvent par un range sur le FX. C'est ce qu'il se passait. L'euro-yen casse un support. L'euro-yen a cassé un support à 135,50, casse une ligne de tendance. La perspective à court terme est de voir désormais l'euro-yen tomber vers ce prochain niveau chartiste à 134,30. C'est un facteur ici de faiblesse pour l'euro, mais qui est puissant. Étant donné que le yen est globalement vendu avec les capitaux attirés vers les actions, c'est vraiment un facteur de faiblesse pour le taux de change de l'euro. Alors le taux USD-Yen, moi hier m'intéressait énormément. Je vous ai rappelé à l'aide de la table de corrélation que le coefficient de corrélation mathématique entre le DAX, le DO, le SP500 et le taux USD-Yen atteint 0,80 sur les 20 dernières séances. J'ai suggéré ici l'utilisation de cette ligne de tendance pour une stratégie technique positive et pour viser les 124,40. Alors j'entends ça et là des personnes parler de triple top, mais une figure triple top n'existe que lorsque la ligne de coup est rompue. Alors moi je parlerais d'un triple test et potentiellement d'un troisième qui pourrait se traduire par un breakout haussier. Avec probablement un pré-signal qui a été donné hier à la cassure de cette ligne de tendance. Donc le taux USD-Yen, selon moi, avec en trame technique de fond potentiellement une structure en épaule, tête-épaule, a un potentiel au contraire d'accélérer, je dirais, en direction des 125, voire des 125,50. Alors, la tendance est bien présente. Laissez-vous guider par contre par le rythme de la tendance. Il y a plusieurs façons de le voir venir. Je pense que le CAC peut rester enfermé dans ce canal. Le haut de canal est en phase d'approche. Au niveau actuel des cours, il se situe peut-être une quinzaine de points au-dessus. Ne pensez pas que ce marché pourrait s'envoler de manière verticale. Il peut parfaitement rester et poursuivre ses oscillations dans ce canal qui est fait pour durer. Pourquoi? Parce que si vous vous concentrez sur l'angle de ce marché, l'angle c'est quoi? Vous prenez cette ligne de tendance entre l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, le marché définit un angle. Voilà. Lorsque c'est plat, c'est 0. Lorsque c'est perpendiculaire à l'axe des abscisses, c'est 90.
Et lorsqu'on est en plein milieu, c'est 45 degrés. Et bien ce type de mouvements qui mettent en équilibre prix et temps sont susceptibles de durer. Voilà, bah écoutez, je pense avoir répondu à l'essentiel de vos questions. Moi, je vous retrouve à 11 heures dans le morning meeting pour un point sur les statistiques européennes attendues ce matin. Et puis d'ici là, je vais vous rassembler beaucoup d'informations sur ce que le marché attend de l'enquête ADP aux États-Unis. Laissez-moi vous rappeler une dernière figure qui me semble importante, existe sur l'once d'or. Alors je vous l'ai rappelé tout à l'heure, sur l'horizon de temps supérieur, j'estime toujours que ce marché construit une phase de transition latérale qui prend la forme d'un fanion. Ce type de figure, dans le sens de la tendance, montre une probabilité assez forte de relancer justement cette tendance principale. Le risque cette semaine de NFP et d'ADP pour l'once d'or, c'est d'en sortir par le bas et de revenir en direction des 1050 dollars l'once d'or sur un actif qui ne rapporte rien, ni taux d'intérêt, ni dividende, et qui n'a donc aucune raison d'attirer les capitaux. Même en période d'aversion au risque, rappelez-vous le scénario du Grexit, ce marché n'a absolument pas attiré les capitaux. Et enfin, lorsqu'on étudie les données de positionnement des traders particuliers, 80% à l'achat, analyse contrarienne, c'est baissier. Voilà, merci à toutes et à tous de votre attention, de votre fidélité, des questions. Je vous retrouve à 11 heures pour le morning meeting. D'ici là, beaucoup d'articles à venir sur notre site. Bonne suite de matinée et à tout à l'heure.